Et l'auditoire veillera que vous n'en avez oublié aucune. Je rigole. Je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions. Je voudrais d'abord remercier le Collège de médecine générale de m'avoir confié la lourde mission de discuter du dépistage du diabète gestationnel avec une approche qui sera peut-être un petit peu différente, mais qui amènera, je pense, à la discussion. Je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Je voudrais juste rappeler que la définition du diabète gestationnel, quand on regarde la définition de l'OMS, c'est une hyperglycémie qui apparaît au cours de la grossesse. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette entité, il y a deux choses. Il y a le diabète gestationnel qui apparaît au 6e mois de la grossesse et qui généralement va disparaître au moins temporairement en postpartum. Et on sait actuellement que dans cette population de diabète gestationnel, il existe vraisemblablement des patientes qui ont un diabète de type 2, qui préexistait à la grossesse et qui va être découvert à l'occasion de ce dépistage du diabète gestationnel et qui va persister après l'accouchement. Et dans cette situation, nous ne sommes plus dans une situation de diabète gestationnel, mais de diabète prégestationnel. Alors, il faut remettre un petit peu les choses. Le contexte de l'étude APO, publiée déjà qui a été montée autour des années 2000, à l'époque, les critères diagnostiques étaient disparates. On savait qu'il y avait des niveaux glycémiques inférieurs à ce qui était proposé par les anciennes recommandations et qui étaient associés à des complications materno-fétales. Surtout, on n'avait aucune étude en aveugle, il n'y avait pas d'étude internationale et il n'y avait pas d'étude qui avait pris en compte tous les facteurs confondants et notamment le facteur le plus important qui est le surpoids et l'obésité. Alors, quand on regarde un petit peu le design de cette étude, c'est 15 centres dans 9 pays, vous voyez un nombre très important de complications. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'était une charge orale de 75 grammes de glucose qui était au 6e mois de la grossesse, raison pour laquelle les nouvelles recommandations ont pris 75 grammes de glucose et non pas 100 grammes de glucose comme c'était les anciennes recommandations. Mais il faut savoir que c'était vraiment une étude en aveugle, c'est-à-dire que ni le médecin ni la patiente ne connaissaient son niveau glycémique et que ces femmes, à l'époque, n'étaient pas traitées. Donc ça, c'est un élément qui est très, très important. Et vous voyez qu'on avait exclu dans cette étude les femmes qui avaient une glycémie à jeun supérieure à 1,05 et qu'on avait exclu les glycémies à jeun, les glycémies à 2 heures qui étaient supérieures à 2 grammes. Alors, les critères de jugement qui avaient été évoqués, principaux, c'est ceux qu'on connaît habituellement, c'est les critères qui sont associés à la morbidité materno-fétale, avec, on pourra discuter, la macrosomie, je dirais tout de suite qu'il y a deux définitions, soit la définition supérieure à 4 kg, mais également on sait qu'actuellement on utilise de plus en plus ce qu'on appelle le Large for Gestational Age, le LGA, c'est-à-dire le poids supérieur au 90e percentile en fonction des ABAC et notamment actuellement les courbes ODIPOC, qui sont les courbes qui sont actuellement utilisées en France. Alors, je reviendrai juste sur cette diapositive qui montre effectivement que l'étude APO a montré qu'il n'y avait pas de seuil à partir duquel où il n'y avait pas de complications. Vous voyez que là, ce sont les catégories glucose et là, ce sont notamment les complications les plus importantes. Là, vous avez le poids de naissance supérieur au 90e percentile, l'hypoglycémie, la césarienne ou le C-peptide au corton qui est le reflet de la résistance à l'insuline, notamment chez l'enfant. Et on voit bien qu'en fonction des courbes, effectivement, il n'y avait pas de cut-off. Alors, comment ça s'est passé le choix des seuils? Le choix des seuils n'a pas été tout à fait arbitraire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un comité d'experts à Pasadena, aux États-Unis, à laquelle j'ai eu la chance de participer en tant que représentant la France. Et vous voyez qu'il y a eu le choix entre soit prendre les seuils 0,95, 1,91 ou 1,62, ou soit le 0,92, 1,80, 1,53. Et si on prenait ce seuil-là, on avait un surrisque de 75%, alors que là, on était à un risque plus élevé. Quand on regarde un petit peu ce qui a été choisi comme outcome pour déterminer ces seuils, c'était la macrosomie, mais c'était surtout également des données qui évaluaient les données, notamment concernant l'enfant. Et vous savez que ce qui est important, c'est notamment, on sait très bien que quand on voit un enfant macrosome de mère diabétique n'est pas un enfant macrosome de mère non diabétique.
à poids égal si on prend 2 enfants qui pèsent plus de 4 kilos. Puisqu'on sait que finalement, dans le cadre du diabète, très souvent, il y a une masse grasse néonatale un petit peu plus élevée et un C-peptide élevé. Et vous voyez que le choix, c'était de dire, soit on a le choix, on va prendre ces critères-là, on va avoir une prévalence de 8%, soit on prend ça, on aura une prévalence plus importante. Et ce qui a fait choisir le 0,92, 1,80, 1,53, c'est-à-dire qu'ils ont regardé, quand on a la population, le groupe entre 16,1 et 8,8, il y avait un groupe de femmes, 7,3% des femmes, qui auraient alors été considérées sans diabète gestationnel, et elles avaient un taux de complication qui était très proche de celui des femmes qui avaient un diabète gestationnel, raison pour laquelle l'IABD-PSG, consensus expert international, a choisi de retenir ces seuils pour ne pas méconnaître ce groupe de femmes qui auraient été considérées sans diabète gestationnel et qui avaient des complications très proches. Alors, je passerai vite sur cette diapositive pour vous dire que c'était les recommandations qui avaient été proposées par l'IAD-PSG et qu'il avait été demandé à chaque pays de savoir si, oui ou non, ils allaient suivre ces recommandations. En France, nos 3 collèges, la Société francophone du diabète, le Collège national de gynécologues et la Société de médecine périnatale, avaient proposé effectivement ces recommandations qui ont déjà été expliquées. Je vous rappelle juste que les recommandations qui ont été proposées et des recommandations sur des facteurs de risque et non pas un dépistage systématique comparativement à ce qu'on faisait avant. Donc je ne détaillerai pas plus puisque M. Caillé les a tout à fait détaillées. Alors, quelles ont été les conséquences de ces recommandations? La première conséquence, ça, ce sont des données que l'on a utilisées à partir de l'INVS et vous voyez que globalement, on voit en France, en 2013, l'augmentation de la prévalence globale du diabète gestationnel, puisqu'on était en 2011 à 6,4% et en 2013 on était à 8,6% et en 2014 on était un peu plus élevé. Et vous voyez que finalement, avec des régions qui sont assez variables, si c'est très rouge, il y a plus de diabète gestationnel que si c'est très jaune. Et vous voyez que par exemple dans les Hauts-de-France, on est un peu comme la Réunion et on sait très bien que cette prévalence du diabète gestationnel est tout à fait calquée sur la prévalence du diabète, puisque ça colle un petit peu avec les régions où il y a le plus de diabète, il y a le plus de diabète gestationnel. Donc première conséquence, effectivement, augmentation de la prévalence du diabète gestationnel après les recommandations. Alors, quand on regarde un petit peu les questions, est-ce qu'il faut dépister précocement, oui ou non? Est-ce qu'il faut dépister sur des facteurs de risque ou systématiques? Et quelle est la morbidité materno-fétale à court terme? Et moi, ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est de vous faire passer le message de la morbidité materno-fétale à long terme. Je pense qu'il ne faut pas se centrer que sur le court terme, la grossesse, mais qu'il faut avoir des actions de prévention du diabète de type 2, et vous verrez que le diabète gestationnel, c'est une population qui est à très haut risque de devenir diabétique de type 2, et que finalement, c'est la seule population chez qui on peut prévenir le diabète. Alors, pourquoi dépister précocement? Dépister précocement, je vous rappelle que dans les recommandations, l'idée, quand on a fait ces recommandations en 2011, c'était vraiment de dépister les diabètes antérieurs à la grossesse qui étaient méconnus. On sait qu'il existe dans la littérature des données qui montrent que ces femmes qui ont un diabète gestationnel précoce, il semblerait qu'elles aient une exposition à l'hyperglycémie avant la grossesse plus importante que les femmes qui avaient un diabète gestationnel qui va être dépisté tardivement. Je vous rappelle que les facteurs de risque qui ont été choisis pour le dépistage du diabète gestationnel sont en fait les mêmes facteurs de risque que le diabète de type 2. Alors, si on reprend cette diapositive, vous voyez qu'on est dans 2 situations. Soit le dépistage, on ne connaît pas le statut avant la grossesse, soit le dépistage est normal et on va faire entre 24 et 28 semaines. Et là, on est à peu près tous d'accord sur le plan international pour utiliser les critères de l'IAD-PSG. Là, il faut vraiment que l'on repère les diabètes antérieurs à la grossesse, notamment ceux qui vont avoir une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 parce qu'on est dans le cadre du diabète de type 2 antérieur et la conséquence sur le plan de la morbidité materno-fétale est complètement différente de celle du diabète gestationnel. Et c'est là où se pose la question de ce qu'on appelle ce diabète gestationnel précoce. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut repérer les diabètes antérieurs à la grossesse? Les choses sont assez simples. Le diabète gestationnel, la principale complication, c'est la macrosomie fœtale, alors que le diabète, lorsqu'il est antérieur à la grossesse et qu'il est méconnu, la principale complication, c'est l'augmentation du taux de malformation congénitale et d'avortement spontané. Donc je crois que le premier message
après ces recommandations, était vraiment de repérer ces femmes qui ont un diabète de type 2 antérieur à la grossesse. Et c'est effectivement, dans notre expérience, on en repère de plus en plus. Alors, quand on regarde un petit peu les données qui sont récentes, des données françaises, Santé publique France, à partir des données du PMSI et du SNIRAM, sur un grand nombre de grossesses, puisque ce sont des données françaises et pas forcément dans les centres où on travaille le plus sur la thématique diabète et grossesse, vous voyez que là, sur 68 000 données, vous voyez que la prévalence a été de 8,6. Et quand on regarde un petit peu le sous-groupe, en France, actuellement, il y en a à peu près 30% qui sont dépistés avant 22 semaines. Il y en a à peu près 50% qui sont dépistés à peu près entre 24 et 28 semaines, même si les bornes sont un petit peu plus larges. Et vous voyez qu'il y en a 14% qui vont être dépistés plus tardivement, après 30 semaines. Et qu'actuellement, en 2013, le nombre, on est autour de 2% de patientes qui auraient un diabète qui était méconnu et qui va être reconnu à l'occasion du dépistage du diabète gestationnel, ce qui correspond à 2,3% des grossesses en France. Alors, pourquoi finalement cette glycémie à jeun? Parce que finalement, l'IADPAG avait dit, si on veut repérer si on veut repérer les diabètes de type 2 antérieurs à la grossesse, c'est assez facile, on va prendre comme seuil 1,26. Par contre, quel est le seuil que l'on va mettre pour repérer le diabète gestationnel? Et là, effectivement, ce qui a été retenu par l'IADPAG, même si actuellement la question se pose, c'est le 0,92, puisque c'était la valeur de la glycémie à jeun qui avait été retenue, notamment pour les critères de l'HGPO au 6e mois. Alors, ils avaient également retenu cette donnée, puisque finalement, il y a quand même quelques études dans la littérature avec des grosses populations, vous voyez, 6000 patientes, où ils ont regardé est-ce qu'il y a un seuil de glycémie à jeun pour lequel, en début de grossesse, on est associé à un mauvais pronostic, notamment en ce qui concerne le développement du diabète gestationnel, la macrosomie ou le risque de césarienne. Et dans ces études, le seuil qui apparaissait, notamment avec une glycémie à jeun qui était faite à 9 semaines d'aménorrhée, était supérieur ou égal à 0,90, raison pour laquelle ils ont maintenu le même seuil. Alors, bien sûr, ça peut être contesté. Je crois que l'élément le plus important, c'est de se dire finalement, et je crois que la dérive actuelle est de dire on fait du dépistage systématique alors qu'il n'a pas été recommandé de faire du dépistage systématique, mais qu'il faut faire du dépistage sur facteur de risque. Alors, on a des études qui commencent à sortir sur cette catégorie de femmes qui est entre 0,92 et 1,26. Là, on a une étude italienne, on n'a pas beaucoup d'études dans la littérature. Cette étude, elle a regardé 0,92 glycémie à jeun, on a regardé combien de femmes sont devenues diabète gestationnel à 6 mois, et vous voyez que là, il n'y en a que 45%, et la moitié n'est pas devenue diabète gestationnel. Mais quand on regarde cette étude, on n'a que 53 femmes qui avaient une glycémie à jeun supérieure ou égale à 0,92, donc elle est critiquable sur le plan méthodologique. Alors, les facteurs de risque, je rappelle que les facteurs de risque qui ont été retenus, c'est les facteurs de risque du diabète. Et vous voyez l'IMC, l'âge, le contexte familial, l'antécédent de diabète gestationnel et une macrosomie. On peut discuter, et effectivement, je rejoins mon collègue en disant qu'à l'époque, lorsque les recommandations ont été faites, il y avait très très peu de données dans les ethnies particulières. Et je pense que s'il y a un facteur de risque à rajouter, peut-être c'est celui de l'ethnie. En tout cas, l'idée, c'était de ne pas faire du dépistage systématique pour limiter le nombre de dépistages, concentrer les moyens vers les femmes les plus à risque et qu'actuellement, il n'existe aucune étude prospective qui a comparé pas de facteur de risque versus facteur de risque sur les critères de l'IADPAG. Alors, l'étude APO, ils ont repris un petit peu leurs données parce que finalement, vous voyez bien que ça continue, le consensus, il n'y a pas de consensus encore. Ils ont repris leurs données qu'ils ont publiées en 2016 et ils ont repris diabète gestationnel diagnostiqué selon les critères de l'IADPAG versus diabète gestationnel diagnostiqué selon les critères de Carpenter et Coustan, les anciens critères. Et vous voyez que pour ce qui est le poids de naissance supérieur au 90e percentile, le C-peptide au corps non supérieur au 90e percentile témoin de la résistance insulinique de l'insuline chez le fœtus. Que ça soit pour la césarienne, pour les hypoglycémies néonatales ou pour l'adiposité fœtale, cette étude, l'étude APO, a montré que finalement, avec les critères de l'IADPAG, il existait un surrisque de complications materno-fœtales, certes un petit peu moins que ce qu'on avait avec les critères de Carpenter et Coustan, mais en tout cas, le risque existe et à chaque fois, c'est significatif. Par contre, ils ont montré qu'il y avait également un surrisque de prééclampsie,
Il n'y a pas de surrisque d'accouchement prématuré et il n'y avait pas de surrisque d'admission dans les services de réanimation néonatale. Donc, la question de dire est-ce que les critères de l'IAD-PSG actuellement sont associés à une morbidité materno-fétale accrue, la réponse est oui, et là, nous sommes tous d'accord. Alors, les études d'intervention, M. Caillé a parlé de l'étude Achoy, mais il y a une autre étude qui est l'étude de Landon qui avait été publiée, et là, c'était le traitement des femmes qui n'avaient qu'une seule valeur anormale. Je vous rappelle que Carpenter et Coustan, il fallait 2 valeurs anormales. Là, il y avait une seule valeur anormale. Ce sont des études qui sont parfaitement bien faites sur le plan méthodologique, dont ce sont 2 études dont le but était d'apprécier est-ce que la prise en charge, comme elle est proposée, permet ou non de réduire les complications materno-fétales. Et la réponse dans ces 2 études, elle est oui. Quand on prend en charge le diabète gestationnel, on réduit la morbidité materno-fétale. Alors, certes, dans l'étude Achoy, vous voyez que les objectifs glycémiques, alors là, ce ne sont pas les critères de dépistage, hein, c'est les critères d'objectifs glycémiques, ils sont un petit peu différents, mais vous voyez que dans l'étude de Landon, une seule valeur anormale, on a des chiffres, des objectifs qui sont à peu près proches de ceux qu'on fait actuellement. Alors, dans ces études, on a réduit la macrosomie, on a réduit la dystocie des épaules, on a réduit la prééclampsie. Donc là aussi, on sait actuellement que les études d'intervention, tout au moins quand elles ont été faites, notamment avec un dépistage au 6e mois, a un impact bénéfique sur la morbidité materno-fétale. Alors, les objectifs de l'intervention thérapeutique, bien sûr, c'est de réduire les complications périnatales, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que finalement, lorsque l'on prend en charge ces femmes qui ont un diabète gestationnel actuellement, dans un bon nombre de cas, on permet de limiter la prise pondérale. On ne parlera pas de traitement puisque c'est la prise en charge hygiéno-diététique, l'autosurveillance glycémique et l'insulinothérapie, avec des objectifs que vous connaissez. Mais je pense qu'il faut s'arrêter quelques minutes sur la prise de poids. Et que l'on soit de poids normal, que l'on soit de poids en surpoids ou en obèse, il est parfaitement démontré qu'il y a un lien entre la prise de poids et le poids de l'enfant et que globalement, lorsque la prise de poids est trop importante, le poids du nouveau-né est de plus 500 grammes. Donc ça, c'est une étude qui avait été publiée en 2014. Alors, beaucoup d'études dans la littérature montrent que lorsque l'on prend en charge le diabète gestationnel, on limite la prise de poids pendant la grossesse, que ça soit pour l'adiposité néonatale, que ça soit pour le risque de césarienne, la morbidité néonatale, l'hypertension gestationnelle ou l'hypoglycémie. Donc la prise en charge du diabète gestationnel ne se limite pas simplement à être centrée sur la glycémie, mais également à s'intéresser à la prise de poids de ces femmes, puisqu'on sait que très souvent, ce sont des femmes qui ont des antécédents, notamment de surpoids ou d'obésité pour un certain nombre d'entre elles, puisque c'est un facteur de risque. Alors, les recommandations, vous voyez que les recommandations qui ont été proposées, finalement, que l'on soit dans des situations de poids normal ou de surpoids ou d'obésité, vous voyez que les recommandations qui ont été proposées, elles ont tenu compte du fait qu'il ne fallait pas avoir un excès d'enfants qui vont être trop macrosomes à la naissance, mais qu'il faut également limiter le risque de petits poids, puisque l'idée était de dire que si on était restrictif, si on faisait perdre du poids à ces patientes, le bébé aurait un retard de croissance intra-utérin. Donc ça, ce n'est pas tout à fait vrai actuellement. On sait que vraiment, un certain nombre de femmes, même si elles ne prennent pas de poids pendant la grossesse, ce n'est pas délétère, notamment en ce qui concerne l'enfant, tout au moins en dehors des femmes qui ont une chirurgie bariatrique. Donc vous voyez que la prise en charge du diabète gestationnel aide également à limiter la prise de poids. Alors, quand on regarde un petit peu les données françaises, puisque finalement la grande question c'est finalement ce dépistage précoce, c'est de 0,92, on est à peu près tous d'accord de dire finalement entre 24 et 28 semaines, je pense qu'on n'a pas de souci particulier. Quand on regarde les conséquences de ce dépistage précoce, ce sont des données françaises, vous voyez que actuellement, chez nous, en France, en 2013, on a montré que, alors que ces femmes, elles ont été dépistées précocement, vous voyez que le taux, il persiste un surrisque de macrosomie et un surrisque de césarienne dans cette population-là, comparativement à la population référence. Et vous voyez que, bien sûr, chez ces femmes qui étaient diabétiques de type 2 et qui n'étaient pas diagnostiquées, vous voyez que là, on a des odds ratios très importants. Donc actuellement, au moins dans les données que l'on a, en tout cas, le fait qu'elles aient été dépistées, on peut penser que ça a été bénéfique, puisque finalement, déjà, elles ont été prises en charge et qu'il y a quand même encore un excès de macrosomie. Alors,
Finalement, dans la littérature, est-ce qu'on a des données pour dire finalement traitement de ce groupe de femmes 0,92 qu'on va suivre pendant toute la grossesse avec de l'autodétermination capillaire, de l'insulinothérapie? Est-ce que oui ou non, on améliore le pronostic materno-fœtal? On n'a pas beaucoup d'études puisque c'est très récent. Ça, c'est une méta-analyse qui a été publiée fin 2017. Et vous voyez, elle prend en compte, elle est de mauvaise qualité puisque ce sont des études très souvent rétrospectives, pas forcément bien faites. On ne connaît pas les modalités de traitement dans toutes ces études, mais globalement, cette étude a montré que quand même, il y avait un surrisque de mortalité périnatale, d'hypoglycémie néonatale. Et certes, dans ce groupe de DG précoce, il y a beaucoup plus de femmes qui ont besoin d'une insulinothérapie. Alors, ça, c'est le court terme. Et le court terme, je pense que vraiment, c'est un élément important. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le long terme, puisque finalement, alors là, ce sont des données qui ne sont pas publiées, que je vous demande de ne pas diffuser, puisque c'est la suite de l'étude APO, que vous gardez uniquement pour vous. Elles vont sortir très rapidement sous publication. APO, ils ont regardé le suivi des mères et des enfants, 8 à 12 ans après, puisque finalement, on a choisi des critères. La grande question, est-ce que cette population, avec ces critères IAD-PSG qui ont été choisis, est-ce que oui ou non, elle est à risque de devenir diabétique? La réponse est oui. Vous voyez que là, ce sont des femmes qui avaient un diabète gestationnel selon les critères de l'IAD-PSG. Là, les femmes n'avaient pas de diabète gestationnel. Et si on prend toutes les anomalies de la tolérance au glucose, diabète, hyperglycémie modérée à jeun, intolérance, vous voyez que 52% des femmes qui avaient un diabète gestationnel selon les critères de l'IAD-PSG sont devenues diabétiques ou intolérantes ou une hyperglycémie modérée, en tout cas une anomalie de la tolérance au glucose, 8 à 12 ans après la grossesse. Donc ça, c'est un élément qui est très important à mon sens, puisque finalement, on dépiste ces femmes, mais on veut aussi faire de la prévention du diabète de type 2 ultérieurement. Chez l'enfant, ces données ne sont pas non plus publiées. Ces enfants, on a regardé un petit peu si ces enfants, 8 à 12 ans après la naissance, est-ce que le fait que leur mère ait eu un diabète gestationnel selon les critères de l'IAD-PSG, est-ce qu'ils sont plus en surpoids ? Est-ce qu'ils sont plus obèses? La réponse est oui, de façon significative. Je vous rappelle que dans l'étude APO, ces patientes n'avaient pas été traitées. On n'avait traité que les formes les très sévères quand on avait une glycémie à 2 heures supérieure à 2 grammes. Donc l'absence de traitement, en tout cas, on n'a pas d'études qui démontrent qu'elles ont été traitées et qu'on va réduire le taux de surpoids et d'obésité chez l'enfant. Alors, actuellement, 2 études, et ça sera la fin de mon topo, qui montrera qu'avec les critères de l'IAD-PSG, on montre que ces femmes qui ont fait un diabète gestationnel, elles sont plus à risque de devenir diabétiques. On le savait avec les anciens critères. On n'avait pas de données avec les nouveaux critères. Et elles sont d'autant plus à risque que le diagnostic a été précoce. Et enfin, vous voyez que cette méta-analyse qui montre que diabète après un diabète gestationnel précoce versus tardif, on a un risque relatif qui est de 2,13. Donc ça, effectivement, je pense qu'il ne faut pas abandonner le dépistage précoce, mais qu'il faut cibler ce dépistage sur les facteurs de risque et non pas de façon systématique, puisque finalement, on voit très bien que ces femmes sont à haut risque de devenir diabétiques. Alors, quand on regarde un petit peu en France les disparités, vous voyez que je pense que on fait bien pendant la grossesse, on n'est pas bon en dehors de la grossesse, puisque finalement, on voit très bien qu'après la grossesse, c'est le no man's land. Il y a des régions, comme chez nous, où les femmes, elles ne font très peu le dépistage après. Et c'est là où votre action est extrêmement importante. On sait qu'avec les anciens critères, on avait plein de données qui montraient que quand on a fait un diabète gestationnel, on a un risque multiplié par 7 de devenir diabétique de type 2 ultérieurement. Et la difficulté, vous voyez, ça c'est données françaises, il y a eu notamment au moins un test dans à peu près la moitié des femmes. Alors c'est difficile puisque ce sont des données un petit peu rétrospectives, mais je crois que là, on devrait améliorer le dépistage du diabète de type 2 après le diabète gestationnel. Alors, les recommandations, vous voyez, la Société francophone de diabète et le collège avaient recommandé que finalement, les femmes devaient avoir une HPO 2 à 3 mois après l'accouchement. En fait, on sait très bien que c'est très difficile, elles veulent très souvent pas refaire l'HPO. En tout cas, il faut se battre pour qu'il y ait une glycémie à jeun chez toutes ces femmes, voire tous les 1 à 3 ans. Alors, dans la région dans les Hauts-de-France, nous, on est aussi très mauvais. On a une très forte prévalence du diabète de gestationnel, puisqu'on a la prévalence la plus élevée du diabète
de France, hein, on a dépassé les 5%. On est très mauvais en dépistage post-partum. Et vous voyez qu'on a essayé de travailler avec notamment les URPS, les pharmaciens, pour essayer de repérer les femmes. Et finalement, le seul qui sait que ces femmes, elles ont eu des bandelettes ou éventuellement une insulinothérapie, c'est le pharmacien. Et on a beaucoup de difficultés. Et là, ce qu'on conseille aux femmes, et ça n'a pas trop l'air mal de marcher, c'est de faire une glycémie à jeun à chaque anniversaire de l'enfant pour vérifier qu'elle n'est pas devenue diabétique. L'HbA1c, pour l'instant, vous savez, ce n'est pas recommandé dans le diagnostic du diabète. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'il est important d'identifier les diabètes de type 2 méconnus. Et ça, c'est un élément très important. Il faut dépister sur des facteurs de risque et non pas systématiques. Et on est actuellement noyé par du dépistage qui est fait un petit peu systématiquement avec une glycémie parfois à 0,93. On ne sait pas ce qu'il faut en faire et beaucoup d'équipes les prennent en charge dans la mesure où la glycémie est pathologique. Mais il n'aurait pas fallu faire la glycémie chez ces femmes qui n'avaient aucun facteur de risque. Il y a un consensus pour le dépistage et la prise en charge du DG entre 24 et 28 semaines selon les critères de l'IADPSG. On est à peu près tous d'accord sur le plan international. Par contre, ce qui pose problème, effectivement, ce dépistage précoce, glycémie à jeun, je pense qu'à la réflexion dans le groupe, et je fais mon mea culpa puisque j'avais présidé ce groupe des recommandations au nom de la SFD, avec un collègue obstétricien qui avait présidé au nom du Collège national des gynécologues obstétriciens, peut-être aurait-il fallu demander 2 glycémies à jeun supérieures ou égales à 0,92, comme dans le diabète. Et ça n'avait pas été préconisé ni en France, ni sur le plan international. On sait que ce DG précoce va être d'autant plus important qu'il existe des facteurs de risque. Et là aussi, on sait très bien que manifestement, il existe une stratification en fonction des facteurs de risque. On vous a dit que l'âge supérieur à 35 ans, si la patiente elle a 36 ans, elle n'a aucun autre facteur de risque, le poids de ce facteur de risque n'est certainement pas le même que si elle est obèse ou en surpoids. Et nous, dans la région Hauts-de-France, c'est comme si on faisait du dépistage systématique puisqu'on a une prévalence très importante de surpoids et que beaucoup de femmes ont le dépistage parce qu'elles ont ce facteur de risque-là. En tout cas, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de preuve pour affirmer que le dépistage précoce conduit à un meilleur pronostic. On n'a pas d'études dans la littérature. On ne peut pas changer les recommandations aujourd'hui, alors peut-être qu'elles vont évoluer, et je l'espère, et j'ai bien entendu qu'il faudra solliciter le Collège de médecine générale sans aucun souci, parce que vous êtes au premier plan pour ce dépistage. On doit avoir des études complémentaires, et nous venons d'accepter un projet hospitalier de recherche nationale sur le dépistage précoce, dont je suis l'investigateur principal dans 35 centres en France. Donc, PHRC qui va très rapidement commencer pour avoir la réponse finalement. Est-ce qu'il faut traiter cette catégorie de femmes qui est entre 0,92 et 1,26 versus pas de traitement tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre qu'elles aient une anomalie de la tolérance au glucose au 6e mois? Donc, vous voyez que le projet va se faire. Pour l'enfant, on sait que... Alors, pour la mère, ce qui est très important, c'est dépister le diabète de type 2 après un diabète gestationnel. C'est une population à très haut risque, même avec les critères de l'IADPSG. On sait très bien que la prévention va passer par le maintien des mesures hygiéno-diététiques et l'activité physique. Surtout ne pas dire à ces femmes que ça s'arrête à l'accouchement. C'est vraiment quelque chose, parce qu'elles n'ont pas un régime, elles ont une éducation à l'activité, aux mesures hygiéno-diététiques. Et le message très important, c'est continuer de façon définitive. Contrôler le poids au cours des cours de la grossesse, rechercher un diabète en préconception avant une autre grossesse. Si elles envisagent une autre grossesse, on a un certain nombre de patientes qui sont devenues diabétiques de type 2. Et enfin, chez l'enfant, c'est une population à risque de surpoids et d'obésité. Et enfin, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la prise en charge du diabète gestationnel, c'est une éducation à la santé pour la famille. Je vous remercie. Merci, professeur Van Berg, pour l'ensemble de ces réponses. On va donner la parole à Marine Desaubry,